Imagine-toi, t'es posé ici, sous un ciel rempli d'étoiles. Tu observes le ciel, tu penses à tout et à rien à la fois. Et là, te survient une question, la seule qui n'a pas de réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Est-ce qu'il existe une autre forme de vie, une autre espèce intelligente, qui peut-être fait la même chose que nous en ce moment même et se pose la même question, à savoir, est-ce qu'elle est seule dans l'univers? On a envie de lui répondre non puisqu'on existe. Mais où est-ce qu'elle se trouve? Où se trouve la vie dans l'univers? Si nous devions quitter la Terre, où est-ce qu'on irait pour trouver de la vie? Eh bien, c'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui. Dans cette vidéo, on parlera des paradoxes en lien avec cette grande question, des exoplanètes, des missions notamment grâce à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui m'accueille dans leur magnifique décor. Et on parlera aussi de la fameuse équation de Drake et de plein de concepts fascinants. Au fil des générations, nous avons scruté le ciel nocturne, émerveillés par la multitude d'étoiles qui parsèment l'infini céleste. Et pourtant, dans ce vaste univers, la Terre semble être le seul havre de vie que nous connaissons. Aucune preuve, aucun autre signe de vie. Il n'y a que nous à notre connaissance actuelle. Cette question existentielle, on se la pose depuis toujours. Cette énigme qui pourra rester à jamais secrète. Mais justement, les scientifiques et les philosophes se sont penchés sur cette énigme, apportant chacun leur lumière. En scrutant les étoiles, on s'est questionné sur des conditions propices à la vie. Quels sont les éléments clés nécessaires pour la naissance de la vie telle que nous la connaissons? L'eau, les éléments chimiques, la pression atmosphérique, autant de pièces de puzzle qui pourraient constituer un monde habitable. Alors que nous découvrons des exoplanètes dans leur zone habitable, on peut se demander s'il n'y a pas de la vie dans ces lointaines contrées célestes. On va se rendre à quelques années-lumière de la Terre et entrer en contact avec une autre forme de vie. Pour ça, on va se mettre dans la peau d'un astronaute qu'on va appeler Zébro. Ouais, j'ai toujours rêvé d'être astronaute. Quand je suis arrivé sur cette exoplanète, j'ai découvert cette nouvelle forme de vie. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils utilisaient Wondershare Filmora pour faire du montage vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora. Quand je suis descendu de mon vaisseau, c'est la première chose que j'ai repérée. Cette forme de vie avait la version 13 du logiciel et pouvait monter tout type de vidéos grâce à de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Alors moi, quand j'ai quitté la Terre, j'avais pas ça. Mais par exemple, j'ai vu qu'ils pouvaient monter des vidéos de qualité grâce à un outil de générateur de musique par une intelligence artificielle. Tu peux alors générer artificiellement des musiques qui vont venir compléter ton montage. Et ça, c'est pas mal. Pour aller plus loin, j'ai vu qu'ils avaient un autre outil appelé Copilota AI qui lui t'offre des suggestions d'édition intelligentes basées sur le contenu vidéo. Alors oui, c'est plutôt pratique quand on débute. Le logiciel est très simple à utiliser, l'interface est intuitive et très simple à pratiquer. Alors c'est pas pour rien que tous les meilleurs monteurs vidéo de cette exoplanète utilisent Filmora. En plus de ça, ils proposent des milliers de filtres, d'effets, de musique et le tout complété par leur banque Filmstock. D'ailleurs, j'ai vu que sur Terre, Filmora avait une chaîne YouTube, Filmora France, là où il y a plein de tutos. C'est pourquoi, maintenant que je suis revenu sur Terre, je peux que vous encourager à télécharger la dernière version de Wondershare Filmora avec mon lien qui se trouve en description. Merci à Filmora pour leur confiance, et moi je retourne dans le cosmos. La vie telle que nous la comprenons est un phénomène extraordinaire, caractérisé sur la capacité d'un organisme à croître, à se reproduire, à s'adapter à son environnement, et même à échanger de l'énergie avec celui-ci. Tout est chimique, tout est biologique. Tout ça reposant seulement sur la présence de molécules organiques, d'ADN et de structures cellulaires. De ce que nous savons, l'émergence de la vie sur Terre est la conséquence de plein de conditions propices à la vie, réunies au sein de notre planète. Tout a été fait de manière si parfaite. Chaque événement, chaque évolution a fait que nous en sommes là aujourd'hui, et que la vie a pu se développer ici. Parmi ces conditions, on peut citer par exemple la présence d'eau. Cet élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Il a permis aux réactions chimiques de se produire au tout début et a été crucial dans le transport des nutriments et le maintien d'un environnement favorable. L'atmosphère terrestre a évolué pour contenir des gaz comme le dioxygène, présent à 21%, qui est quant à lui essentiel à la respiration cellulaire. Cette composition atmosphérique a protégé la Terre de ces radiations solaires nocives grâce à la fameuse couche d'ozone. Autrement dit, sans elle, nous aurions jamais pu apparaître. Elle a également permis de réguler la température et la pression pour obtenir une planète vivable, où l'eau est présente à l'état liquide. La présence de composés organiques à base d'hydrogène, de carbone, d'oxygène et d'azote ont permis de jeter les bases de la vie. Et les sources d'énergie comme la chaleur géothermique des fonds marins ont permis de fournir l'énergie nécessaire à la création de ces molécules complexes. Mais dans tout ça, des organismes extrémophiles se sont développés. Donc des créatures qui peuvent vivre dans des environnements extrêmes, que ce soit des températures hallucinantes, des pressions totalement folles ou des environnements acides. C'est pourquoi leur existence remet en question nos notions traditionnelles
sur les limites de la vie. Elle suggère donc que la vie pourrait exister dans des milieux autrefois considérés comme inhospitaliers. En gros, les conditions de vie qui sont favorables pour nous ne sont pas les seules conditions pour en voir émerger la vie. Et ça, justement, on en a la preuve sur Terre avec les espèces extrémophiles. C'est là qu'on voit que l'émergence de la vie n'est pas un seul et unique puzzle, mais bien plusieurs puzzles qui ont des caractéristiques différentes. Avant de s'aventurer plus loin dans l'univers, on va d'abord rester dans le système solaire. Pas très loin de la Terre, sur cette planète. Cette petite planète rouge, un peu plus petite que la Terre, et qui peut parfois briller dans notre ciel. L'idée de trouver des traces de vie sur Mars captive l'imaginaire depuis des décennies. Plusieurs facteurs ont alimenté cette quête et suggéré que Mars pourrait abriter la vie ou avoir abrité la vie il y a longtemps. Pour en apprendre plus, on a exploré cette planète en envoyant des sondes ou des rovers. Par exemple, il y a eu Spirit, Opportunity, Curiosity et récemment Perseverance. Et prochainement, justement, on prévoit d'envoyer des humains là-bas. Alors là, je suis dans une base qui se situe sur la Lune, puisque oui, la Lune, c'est la première étape avant les missions vers Mars, avec les missions Artemis. Et toutes ces recherches ont révélé des preuves de conditions passées qui auraient pu être favorables à la vie. Des lits de lacs anciens, des rivières asséchées laissant des traces de ruissellement à la surface de Mars et des minéraux formés en présence d'eau ont été identifiés. Et comme on sait que la vie a pu émerger notamment grâce à la présence d'eau sur Terre, eh bien ça renforce l'idée de dire que Mars a abrité la vie il y a bien longtemps. La découverte de glace d'eau au pôle martien et la possibilité de flux saisonniers d'eau salée renforcent aussi l'idée que l'eau liquide pourrait exister sous sa surface, offrant un environnement potentiellement propice à la vie microbienne. Si la vie existe encore, elle doit alors très sûrement se trouver au pôle martien. Les missions spatiales qui ont été faites ont permis de découvrir la présence de molécules organiques à la surface de Mars proche de ces fameux lacs asséchés qu'on avait déjà découverts. La présence de ces molécules organiques suggère l'ancienne présence de vie. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes parce que la présence de ces molécules organiques ne veut pas tout dire. Elles peuvent exister pour d'autres raisons et pas être en lien direct avec des possibles traces de vie. Bref, la question de Mars reste donc ouverte, et les indices suggèrent que Mars nous renferme un secret bien gardé. Mais dans tous les cas, s'il y a de la vie sur Mars, elle se trouve certainement sous forme microbienne. Mais partons un peu plus loin, toujours dans le système solaire. Lorsque nous tournons notre regard vers les lunes glacées de géantes gazeuses comme Saturne ou Jupiter, une perspective intrigante émerge, celle d'océans souterrains capables d'abriter la vie. Retrouvons-nous sur Encelade, une lune de Saturne. Un jour, on a envoyé une sonde là-bas, qui est la sonde Cassini, et on a fait une découverte stupéfiante. On a vu des geysers d'eau qui sortaient de cette lune glacée. Les éruptions suggèrent des fractures de la croûte glacée, et les jets suggèrent l'existence d'eau souterraine. Et en analysant tout ça, les relevés nous montrent des océans similaires à ceux sur Terre. Et ça, c'est cool. Alors pour en savoir plus, évidemment, il faudra faire plus de relevés, et on espère peut-être retrouver des molécules organiques. Mais pour ça, il faudra directement envoyer une sonde qui puisse faire des relevés sur place. Europe. Cette lune de Jupiter pourrait aussi bien abriter la vie. Les observations de la sonde Galileo ont montré qu'elle possédait une surface glacée avec des fissures. Et alors s'il y a de la glace, il y a de l'eau. Or c'est physique, on sait que plus on plonge vers le noyau, plus la pression augmente, et donc plus on aura de chances de trouver de l'eau sous forme liquide. Des simulations suggèrent qu'un océan sous la croûte glacée pourrait exister, un environnement potentiellement habitable. Il y a aussi Titan, cette autre lune de Saturne. Alors le cas de Titan, il est un peu particulier parce qu'il pourrait posséder des lacs et des mers de méthane et d'éthane. Évidemment, je parle pas d'éthane, le prénom, c'est l'éthane. Donc la possibilité de vie là-bas n'est pas impossible, mais il faudrait faire plus de recherches. Cependant, si la vie existe sur Titan, ça serait une découverte doublement exceptionnelle. Ça signifierait que la vie peut émerger autre part que sur Terre, et surtout que ces organismes peuvent vivre totalement différemment de nous, en s'adaptant à d'autres environnements bien différents. Ces lunes océaniques offrent donc un terrain de recherche exceptionnel pour les explorations futures. Grâce à des technologies de pointe, on pourrait potentiellement trouver d'autres formes de vie au-delà que sur Terre. C'est bien pour ça qu'on explore, qu'on va toujours plus loin et qu'on fait de plus en plus de missions. Pour espérer peut-être qu'un jour, on découvre une nouvelle forme de vie. Et pour le coup, on n'aurait pas eu à rechercher bien loin puisqu'elle était juste à côté de nous, dans notre système solaire. Mais dans la conscience humaine, tout ce qu'on recherche, c'est principalement de la vie intelligente. Et ça, pour le coup, c'est sûr qu'on n'en trouvera pas dans le système solaire, mais peut-être autre part dans l'univers. Pour ça, il va falloir alors aller au-delà de notre système solaire et partir à la chasse aux exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète quelconque qui se situe au-delà de notre système solaire. On parle là de n'importe quelle planète dans l'univers qui soit similaire ou totalement différente de la Terre. Et dans toute cette chasse aux exoplanètes, on en a trouvé qui se situaient dans la zone habitable de leur étoile. La zone habitable, c'est la région autour de l'étoile,
où les conditions permettent la présence d'eau liquide à la surface d'une planète. C'est une fenêtre où la température est donc propice à la vie telle que nous la connaissons. Si une exoplanète se trouve dans cette zone, les ingrédients fondamentaux de la vie telle que nous la connaissons peuvent être réunis. Alors évidemment, il ne faut pas que ça. Pour que la vie émerge, il faut tout un puzzle où chaque pièce est unique et essentielle. Il existe plusieurs techniques de détection d'exoplanètes. Il y a par exemple la méthode des transits. C'est la méthode la plus utilisée et qui a donc permis, évidemment, de détecter le plus de planètes. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, de notre point de vue, elle provoque une légère diminution temporaire de la luminosité de l'étoile. Puisqu'on vient de le dire, elle passe devant l'étoile, donc elle nous masque une partie de sa lumière. Cette méthode nous permet de connaître sa taille, sa distance, sa température et plein d'autres caractéristiques. Il y a aussi la méthode de détection par vitesse radiale. Les planètes, lorsqu'elles tournent autour de leur étoile, elles la font bouger en raison de la gravité. En fait, à cause de l'influence de la planète, le centre de gravité de l'étoile va légèrement se décaler du centre de gravité du système. Ce qui va donc en gros perturber un peu le système, et c'est ça qu'on va détecter. On peut aussi détecter des planètes par imagerie directe. Alors ça, c'est le saint graal de la détection d'exoplanètes. On le fait grâce à des télescopes très puissants qui tentent de photographier directement ces mondes lointains. Mais ça reste un vrai défi par rapport à la forte luminosité de l'étoile qui nous éblouit par rapport à la planète qui est faible en luminosité à côté. Et dans toute cette recherche, on a découvert des mondes qui étaient potentiellement habitables. Le premier, c'est Proxima Centauri b. De taille légèrement plus grande que la Terre et de masse légèrement plus élevée, cette planète orbite autour d'une étoile moins puissante que le Soleil à seulement 7 millions de kilomètres d'elle. Ce qui est, vous le remarquerez, beaucoup plus proche de la distance entre la Terre et le Soleil. Et justement, il s'agit là de l'exoplanète la plus proche de nous à ce jour. Et surprise, elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, offrant donc à Proxima b des conditions de température favorables à l'existence de l'eau liquide. Mais rien n'est dit, on ne sait pas si cette planète pourrait potentiellement abriter la vie, puisqu'elle présente pas mal de contraintes, et surtout qu'elle orbite autour d'une étoile qui est très peu stable. Parmi ces mondes, il existe Trappist 1e. À 39 années-lumière d'ici, cette planète est plus grande que la Terre, mais moins massive. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, en étant à une distance de seulement 20 millions de kilomètres. Ça reste peu quand on voit que nous, on est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Les observations suggèrent qu'elle pourrait avoir une atmosphère, qui est une caractéristique cruciale pour la vie. Un dernier monde sur lequel il pourrait exister une autre forme de vie, c'est Kepler 442b. Cette exoplanète est beaucoup plus lointaine puisqu'elle est à 1120 années-lumière de la Terre. Dans un environnement peut-être calme et paisible, cette planète 2 fois moins massive que la Terre et légèrement plus grande, orbite à une distance d'environ 112 millions de kilomètres autour de son étoile, lui offrant donc à elle aussi des conditions favorables à la présence d'eau liquide, et donc à l'existence possible de formes de vie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas réellement où se trouve la vie dans l'univers. On sait que si la vie existe, elle se trouve sur une exoplanète. Mais ce qu'on souhaite savoir, c'est est-ce qu'elle existe? On va maintenant entrer dans une autre partie de la vidéo et explorer des domaines totalement fascinants. Et soyez prêts, va falloir écouter. Dans le vaste théâtre de l'univers, une question persiste, fascinante et insaisissable. La vie sur Terre trouve-t-elle ses origines dans les confins de l'espace? Nous nous aventurons au-delà des étoiles et des galaxies, explorant les mystères de l'univers qui pourraient contenir des indices sur notre propre existence. Alors que nous scrutons les étoiles, nous nous demandons, la vie vient-elle d'ailleurs? Alors pour répondre à cette question, du moins partiellement, il faut comprendre ce que c'est la panspermie. C'est une théorie. Dans cette théorie, on va considérer que la vie est apparue sur Terre grâce à des comètes ou des astéroïdes qui contenaient des molécules organiques qui se sont écrasées sur notre planète, donnant ainsi à la Terre les premiers ingrédients pour que la vie émerge. Bon, comment on sait ça et pourquoi on dit ça? Cette hypothèse, elle n'est pas née d'hier. Alors il est possible que quand la Terre s'était déjà formée, des comètes ou astéroïdes se soient écrasés sur notre planète. Ces objets-là pourraient potentiellement provenir d'un autre endroit de l'univers ou même d'une autre planète, transportant depuis tout ce temps des molécules essentielles à la vie ou même d'autres formes de vie. Ainsi, on serait le résultat d'un jeu de dés cosmique où la probabilité que ces gros cailloux s'écrasent était faible. Le fait qu'ils se soient écrasés sur cette planète-ci aurait permis à la vie de se développer, de se multiplier et de grandir. Et justement, la découverte d'extrémophiles, donc d'espèces vivant dans des conditions de température extrêmes sur Terre, alimente ces spéculations. Puisqu'on sait par exemple que des formes de vie peuvent survivre dans l'espace. Les tardigrades par exemple, ce sont des formes de vie qui peuvent survivre dans l'espace
et résister à des voyages cosmiques. D'ailleurs, le simple fait que la vie se soit développée relativement rapidement sur Terre alimente aussi cette théorie. Et si cette théorie s'avère vraie, il est alors sûrement probable que la vie existe ailleurs dans l'univers, puisque nous-mêmes, nous proviendrons de cet ailleurs-là. Mais pour le moment, encore aujourd'hui, ça reste une théorie spéculative. Bien qu'on ne sache pas si la vie existe ailleurs, en 1961, un astrophysicien nommé Frank Drake a voulu quantifier le nombre potentiel de vie extraterrestre existant dans la Voie lactée par une simple équation. L'équation, c'est elle. Elle prend en compte le taux de formation d'étoiles dans la Voie lactée, le nombre d'étoiles accueillant des planètes en orbite autour d'elle, et même le nombre moyen de planètes potentiellement habitables par étoile. Dans cette équation, on va donc tenir compte dans tous ces mondes potentiellement habitables, la possibilité qu'une forme de vie se développe, le nombre moyen de planètes pouvant accueillir de la vie intelligente, et le nombre moyen de planètes accueillant de la vie intelligente capable de communiquer. Et enfin, l'équation va aussi prendre en compte la durée moyenne pendant laquelle les civilisations possédant une technologie peuvent émettre des signaux. Et tout ça, ça se trouve dans cette simple équation. Le résultat est donc censé nous dire le nombre moyen de civilisations capables de communiquer avec nous dans la Voie lactée. Chaque terme de l'équation représente une étape cruciale dans le développement d'une forme de vie extraterrestre. Et certains de ces facteurs sont largement encore inconnus. L'équation de Drake est donc souvent utilisée comme point de départ dans les discussions concernant la possibilité de vie dans l'univers et la recherche de signaux extraterrestres. Malheureusement, en l'absence de valeur pratique pour la plupart de ces termes, elle reste davantage un outil conceptuel plutôt que pratique, qui nous permettrait de connaître le nombre réel de civilisations extraterrestres. Donc en fait, il est peu probable que le résultat soit correct. Mais selon des estimations, on peut dire que cette équation donne 10. Il existerait 10 civilisations intelligentes capables de communiquer avec nous dans notre galaxie. Mais cette valeur est à prendre avec des pincettes pour deux principales raisons. Les valeurs utilisées dans cette équation pour donner ce résultat peuvent être incorrectes, faux ou surévaluées. Et surtout que l'équation ne relève d'aucun modèle physique. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune démonstration rigoureuse de cette équation et il faut donc s'en méfier ou être critique quant au résultat proposé. Enfin bon, vous l'aurez compris, le nombre 10 n'est pas vérifié. Et toujours en se posant cette fameuse question, on arrive sur un autre terrain, à savoir pourquoi on ne détecte rien. Vous le voyez et vous le savez, notre univers est immense. Quand on dit qu'il est immense, en fait le mot n'est même pas suffisant pour définir cette notion. Rien que notre système solaire lui-même est immense. Mais c'est un grain de riz dans notre galaxie qui, elle, est vraiment immense. Mais lorsqu'on dézoome encore, on se rend vite compte qu'elle n'est pas si grande que ça. Il suffit de la comparer au superamas de Laniakea dans lequel on se situe tous, qui est beaucoup plus grand. Mais ce superamas n'est rien bien qu'il soit composé de milliers de galaxies. Il ne compose que 4% du diamètre de l'univers, puisque l'univers est lui-même immense. En fait, dans tout ça, on compte près de 2000 milliards de galaxies différentes, avec chacune contenant plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et une grande majorité d'entre elles comptent des exoplanètes. Enfin bref, vous aurez compris où j'en venir. Notre univers est tellement immense, alors comment on peut avoir la moindre idée de se dire « nous sommes seuls ». Ça paraît inconcevable de nous définir comme la seule espèce vivante de l'univers. Au sein de ça, dans un univers tout entier. C'est bien compliqué de s'en rendre compte, mais alors, la question c'est pourquoi on ne détecte rien? Pourquoi on n'a encore rien détecté et observé quelconque signe de vie, d'existence extraterrestre? Pourtant, s'il y en a, on devrait normalement les détecter. C'est un peu paradoxal. Ne rien détecter alors qu'il paraît évident que la vie existe ailleurs. Et ça justement, c'est le paradoxe de Fermi. Ce raisonnement-là, c'est Enrico Fermi qui va le dire pour la première fois en 1905 pendant une simple discussion. Fermi aurait demandé à ses collègues pourquoi, étant donné le nombre énorme d'étoiles et de planètes dans l'univers, nous n'observons rien. C'est donc un paradoxe qui se nomme le paradoxe de Fermi. Si, comme le dit l'équation de Drake, il existe 10 civilisations capables de communiquer avec nous, pourquoi on ne peut pas les repérer? Pourtant la galaxie, c'est pas non plus très grand, enfin du moins à l'échelle de l'univers. Ces autres potentielles formes de vie seraient donc des voisines. En réponse, les scientifiques avancent l'idée de filtres. Des événements ou des conditions expliquant pourquoi ces formes de vie intelligentes ne communiquent pas ou sont invisibles dans l'univers. Ces filtres pourraient être des étapes cruciales dans l'évolution d'une civilisation. Et donc, plusieurs hypothèses tentent de résoudre le paradoxe de Fermi. Dans un premier temps, on peut supposer que des civilisations intelligentes s'autodétruisent fréquemment. Arrivées à un certain stade de leur évolution, les civilisations mettent fin à leur propre existence par eux-mêmes. Et ça fait réfléchir quant à notre propre existence. Est-ce que nous ne serions pas nous aussi en train de nous autodétruire? On peut avancer aussi d'autres hypothèses. Il est possible que ces civilisations-là préfèrent rester discrètes. Peut-être qu'elles se sentiraient menacées si elles détectaient d'autres formes de vie. Alors,
elles auraient pris la décision de ne pas se dévoiler au reste de l'univers, de ne pas se montrer et de rester dans leur propre coin de l'univers. Une autre idée qui pourrait solutionner ce paradoxe, c'est que ces civilisations-là sont trop loin. Vous le savez, rien ne circule plus vite que la lumière dans l'univers. Mais si une autre forme de vie a émis un message il y a 2 ans, alors qu'elle se trouve à 10 000 années-lumière, alors on recevra son message que dans 9998 ans. Et elles, par contre, elles devront attendre 20 000 ans pour recevoir notre réponse. Alors c'est malheureux, mais peut-être que nous, en tant qu'êtres humains, on aura déjà disparu d'ici là. Rien ne dit qu'on va survivre pendant des milliers ou des centaines de milliers d'années. Alors oui, après c'est possible que d'autres formes de vie nous remplacent, mais bon ça c'est un avis totalement subjectif, et ça peut faire débat. Le paradoxe de Fermi a des implications pour la recherche de vie extraterrestre, pour la philosophie et l'exploration spatiale. Il soulève plein de questions sur notre compréhension de la vie et son évolution. Quant à nous, peut-être que d'autres formes de vie attendent notre signal. Ça fait seulement 1 siècle qu'on peut émettre des ondes dans l'univers. Donc ça veut dire que nos ondes ont parcouru seulement 100 années-lumière à la ronde. Autrement dit, on est détectable seulement à 100 années-lumière à la ronde. Étant donné que la Voie lactée est bien plus vaste, c'est assez ridicule. À ce jour, plusieurs missions et initiatives sont consacrées à la recherche de signes de vie extraterrestres. Le programme le plus connu, c'est le programme SETI. C'est un programme de recherche scientifique qui vise à détecter des ondes radio provenant d'intelligences extraterrestres. Mais malheureusement, encore à ce jour, on n'a encore jamais rien détecté. Il y a aussi le télescope TESS qui cherche activement des exoplanètes dans notre galaxie. D'ailleurs, c'est pareil pour le télescope James Webb, sauf que lui, il a même la capacité d'analyser les atmosphères des exoplanètes. Ça lui permet d'identifier des gaz associés à la vie et possiblement des indices sur une potentielle autre forme de vie. D'ailleurs, récemment, il en a peut-être découvert sur une exoplanète et je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Mais faire tout ça, est-ce que c'est réellement une bonne chose? Découvrir d'autres formes de vie, ça pose des problèmes ou des questions éthiques et des risques. Ça pourrait créer des tensions ou des conflits entre différentes perspectives et changer radicalement notre compréhension du monde. Après, une révélation majeure sur la vie extraterrestre pourrait entraîner des conséquences sur la stabilité sociale. La population mondiale pourrait réagir de différentes manières à la découverte d'une autre forme de vie. Certains pourraient être fascinés tandis que d'autres pourraient se sentir menacés. Alors comment faire? Eh bien ça passera par la manière dont l'information est présentée et gérée. Si une autre forme de vie est détectée, sa préservation deviendrait alors primordiale. Serait-ce alors une bonne chose d'aller explorer ces mondes-là? Est-ce que nous nous mettrions en danger en souhaitant entrer en contact avec elle? Parce qu'en réalité, on ne sait pas comment elle peut réagir. Peut-être qu'elle se sentira menacée et se défendra, ou alors qu'elle sera coopérative. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'est l'empathie, ou même le fait de respecter, d'être gentille. Elle pourrait penser qu'à sa propre survie et devenir agressive. Cette forme de vie deviendra alors hostile, mais là après, on entre dans un scénario de science-fiction. En fait, tout dépendra finalement si cette forme de vie est passive ou agressive. Surtout, la découverte de vie extraterrestre nécessiterait une réponse coordonnée de la communauté internationale, où le monde entier avance d'un même pas et porte une seule et même voix. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on devra entrer en conflit avec d'autres pays et avoir des avis qui divergent. Comment devrions-nous traiter cette autre forme de vie? Aurions-nous des responsabilités? Et alors, quelles règles éthiques devrions-nous suivre? Niveau santé, il faudra aussi se méfier parce que cette possible autre forme de vie pourrait nous contaminer avec des virus qu'on ne connaît pas. Alors voilà, la quête de vie dans l'univers demeure l'une des motivations les plus intrigantes et les plus fascinantes de l'exploration humaine. Les missions spatiales, les télescopes de nouvelle génération, les avancées technologiques ouvrent de nouvelles fenêtres vers des mondes potentiellement habitables. Et ça, c'est tant au sein de notre système solaire que dans notre galaxie ou dans l'univers. Malgré toutes les idées qu'on peut se faire, personnellement, je reste persuadé qu'il existe une autre forme de vie dans l'univers. À chacun de se faire son propre avis sur le sujet, mais peut-être qu'un jour, on en découvrira une. On entrera peut-être en contact avec elle, et dans l'idéal, on partagera nos connaissances quant à notre compréhension de l'univers, dans le but de savoir qu'est-ce qu'on fait là, et pourquoi on est là. Continuons alors de diriger nos yeux vers le ciel, parce que dans tous les cas, c'est tout ce que nous savons faire. Nous sommes totalement impuissants face à l'immensité de l'univers. Pourtant, parfois, on parvient à en apprendre un peu plus, comme par exemple avec notre compréhension de la matière noire. Cette matière qu'on n'a encore jamais détectée, mais où on est presque sûr qu'elle existe. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Wondershare Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez le télécharger grâce à mon lien dans la description, et ça permet de me soutenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zabrolos. Bye.